Bonjour et bienvenue dans New Skills TV. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique d'actualité s'il en est avec la crise sanitaire que nous connaissons, puisque nous allons voir comment les technologies de la santé, les technologies médicales peuvent améliorer notre système de santé. Pour en parler, nous accueillons deux invités, Carole Absil, qui est une spécialiste des technologies médicales et qui est expert chez Agoria, et Damien Bouillet, qui est formateur de technicien de laboratoire chez InVivo. Bonjour Carole Absil. Bonjour. Alors, expliquez-nous ce qu'on entend par technologie de la santé, technologie médicale. On voit très bien ce que c'est qu'un médecin, un kiné, une infirmière, mais les technologies de la santé, les technologies médicales, de quoi parle-t-on exactement ? Les technologies médicales, c'est un terme effectivement très très large. Donc ça couvre tout le domaine de la santé et donc toutes les solutions innovantes pour les patients et pour les médecins. Et donc en Belgique, on peut citer quelques exemples, tout ce qui est impression additive, donc vulgairement l'impression 3D pour réparer par exemple un genou un peu mal en point, une cervicale, mais aussi des solutions de réalité virtuelle, par exemple de la sédation digitale qui remplace l'hypnose. C'est une autre des solutions qui est faite dans notre pays. Et en Belgique, on est quand même assez en avance dans ce domaine-là. On est dans les leaders européens, puisque notre pays est même dans le top 3 dans le nombre d'investissements réalisés dans nos entreprises dans ce secteur-là sur la dernière année. Donc on a vraiment des idées de qualité qui foisonnent et on a vraiment des solutions vraiment concrètes à apporter aux patients et aux médecins. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent dans ce secteur chez nous aujourd'hui. Exact. Et vous parliez d'impression 3D, vous parliez de sédation virtuelle. Il y a encore d'autres exemples qu'on peut donner ? Oui, par exemple, le futur, c'est clair que c'est tout ce qui est ce qu'on appelle le patient empowerment, donc la responsabilisation du patient ou du citoyen dans la gestion de sa santé. Et donc, on voit de plus en plus de solutions digitales qui sont là pour aider le citoyen à mieux gérer sa santé, à mieux anticiper certaines maladies. Et la solution technologique est en support, comme l'intelligence artificielle, par exemple. Ouais, c'est un secteur en plein boom. On va le voir avec nos deux invités. Mais avant cela, on vous propose notre séquence Theme by Skills. Alors, elle n'est pas tellement dans le domaine de la santé, mais ça a quand même à voir avec l'amélioration de nos conditions de vie, parce qu'on va vous expliquer comment fonctionne un moteur électrique, et c'est Campus Automobile qui nous a donné rendez-vous. Pierre Schins a participé au championnat du monde à Kazan en 2019 comme mécatronicien. Un événement qui a fait grandir ses compétences et sa passion pour son métier. Il a aujourd'hui un seul objectif, défendre nos couleurs lors des Euroskills en Autriche. Bonjour Pierre. Bonjour Marc. Sois le bienvenu à Technifutur Campus Francorchamps. Merci. Allez, tu me suis ? Je te suis. On y va. Dis-moi Marc, qu'est-ce que vous faites exactement ici au campus ? Eh bien, c'est un centre de compétences dédié à tous les métiers de l'automobile et on y accueille aussi des écoles, donc des jeunes. Le campus automobile accueille élèves et professeurs de toute la fédération Wallonie-Bruxelles afin de faire découvrir l'automobile de demain. Ici, nouvelles technologies et véhicules propres sont mis à l'honneur à travers des ateliers découvertes et des formations pour mieux comprendre ce secteur tourné vers les sciences et en pleine évolution. Alors Marc, qu'est-ce que tu as prévu comme expérience aujourd'hui ? Eh bien, je vais te montrer la différence entre un moteur thermique et un moteur électrique. Ah, donc on va découvrir les voitures de demain et d'autres types de moteurs. Exactement. La technologie de ces moteurs va nous plonger dans le futur. Car demain, les voitures seront-elles toutes petites ? Ou bien prendront-elles de la hauteur ? Une chose est sûre, elles seront différentes. On pourra peut-être jouer en voiture, ou alors prendre son bain. En tout cas, on s'y sentira comme dans son salon. Alors ici, nous avons un moteur thermique. Comment est-ce que ça fonctionne ? On introduit un mélange d'air et de carburant dans un cylindre. On génère une explosion, une combustion, donc on va avoir de la pression qui va appuyer sur le piston, faire tourner le vilebrequin, etc. C'est une excellente machine, mais qui pollue un peu. On veut absolument éviter cette pollution et alors on passe au moteur électrique. D'accord. Comment fonctionne-t-il ? C'est l'interaction entre un courant électrique et un champ magnétique. Okay. Donc c'est une très bonne machine également, qui offre un avantage supplémentaire, c'est qu'elle est réversible. C'est-à-dire que lorsqu'elle va être entraînée, elle va devenir un générateur et produire du courant électrique. Ce que je peux montrer,
en faisant tourner la manivelle. Et on constate qu'on allume une ampoule. Ah oui, d'accord. Mais je suppose qu'en pratique, on ne va pas allumer une ampoule dans la voiture. Non, effectivement, en pratique, on va utiliser cette énergie pour recharger une batterie. Ah oui. Batterie que voici, batterie de véhicule hybride. Et alors, entre cette batterie qui fonctionne en courant continu et notre moteur électrique, on va placer un onduleur qui transforme justement ce courant continu en courant alternatif. C'est quoi l'intérêt de passer du courant continu au courant alternatif? Eh bien, j'ai justement préparé une petite expérience pour l'expliquer. Donc, j'ai ici l'équivalent de mon onduleur qui va me générer du courant alternatif pour alimenter successivement 3 bobines. Or, une bobine alimentée, ça fonctionne comme un aimant. Donc, je vais avoir un champ magnétique qui va tourner. Pour le visualiser, plaçons cette boussole au centre. Alors, on voit très nettement que la boussole entre en rotation. Ah d'accord, et donc je suppose que c'est ça qui fait tourner les roues de ma voiture. Voilà, exactement. En pratique, dans un moteur, on a ce qu'on appelle un rotor, que l'on place au centre. Et alors, ce rotor va également être mis en rotation par le champ magnétique. D'accord. Alors, via la transmission, le rotor va entraîner les roues du véhicule. Et maintenant, Pierre, si nous complétions la théorie par la pratique? Eh bien, justement, nous avons ici un kart électrique. Ah oui, je reconnais les batteries et je vois aussi le moteur là-bas. Exact. Bon, écoute, je t'invite à t'asseoir. Ah bah oui. Et mais dis-moi Marc, quel est le lien avec mon métier? Dans ton métier, tu rencontreras de plus en plus des moteurs électriques et puis surtout l'électronique de commande qui va avec. Ben merci beaucoup. Écoute, merci à toi. Et puis, bonne journée et puis surtout, bonne route. Merci. Salut. Salut. Les moteurs électriques sont présents partout dans notre quotidien. Ils équipent de plus en plus d'appareils, de véhicules ou de machines. On les rencontre dans tous les métiers. Et donc, comprendre la manière dont ils fonctionnent, c'est comprendre notre futur. Carole Absil, les compétences STEM, elles sont nécessaires au développement de ce secteur des technologies de la santé, des technologies médicales. Et je suppose que c'est un secteur très varié et donc des compétences aussi très différentes. Absolument, et pas que. Parce que je pense que travailler dans le secteur des technologies médicales, c'est aussi être directement proche des futurs besoins de notre société. Donc c'est aussi avoir un métier qui a un impact. Et donc en termes de soft skills, il y a aussi une importante envie de changer les choses, de vouloir apporter une solution à un besoin qui est parfois améliorer la qualité de vie de quelqu'un, améliorer des soins apportés à quelqu'un. Donc il y a ces compétences-là qui sont nécessaires. Aussi, au point de vue plus technique, on va de plus en plus vers le digital. On va de plus en plus vers des solutions où le citoyen, le patient va s'approprier la solution et l'utiliser. Et donc, apprendre à collaborer multi-acteurs, à collaborer avec le secteur des soins, avec des patients, avec peut-être des gens malades, c'est aussi une force, je pense, dans ce domaine. Aussi, l'expérience utilisateur va jouer un rôle de plus en plus important, notamment pour différencier une bonne d'une moins bonne solution. Et donc c'est un secteur où on a besoin à la fois de techniciens spécialisés dans des domaines qui ont peu de choses à voir avec la santé ou avec le job d'une infirmière ou d'un médecin, mais aussi des compétences de type ingénieur pour concevoir de nouveaux appareils ou de nouvelles solutions. Oui, c'est l'ingénierie au service de la santé. C'est comment, moi, de ma compétence technique ou technologique, je peux aider ma société dans le futur. Oui. Merci en tout cas. Damien, vous êtes technicien de laboratoire ou formateur de technicien de laboratoire. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce secteur-là et votre parcours en quelques mots? En fait, à la base, j'étais prof de sciences. Donc j'ai fait la formation à l'École normale catholique de Louvain. Pour être prof de sciences, à partir de là, j'ai travaillé un an dans l'enseignement. Et puis, voilà, j'ai eu l'occasion de faire la formation justement à Culture in Vivo. Formation qui m'a permis de développer plus le métier de technicien de labo. Et quand on m'a proposé l'emploi à Culture in Vivo, c'était l'occasion d'être à la fois enseignant, puisqu'on reçoit effectivement des techniciens de labo qui sont demandeurs d'emploi, ou des groupes scolaires aussi, c'est notre zone d'activité avec lesquelles on travaille. Et donc c'est l'occasion pour moi à la fois d'avoir le côté social, les demandeurs d'emploi ou les élèves, et à la fois d'avoir le côté technique, donc de travailler comme technicien de labo. Voilà, vous allez maintenant rejoindre Patrick Neuwissen dans l'espace découverte métier. Et je pense que, Patrick, tu fais attention. Je vous en prie, Damien, allez-y. Merci. Fais attention parce que vous allez manipuler des bactéries, des virus
Gardez bien ça sous cloche. Hein. Oui, oui, tout à fait. Alors, on est dans l'actualité. Je ne vais pas m'approcher trop, même si tout ça semble inoffensif. Mais Damien, vous nous avez apporté quelques réalisations d'élèves en matière de manipulation de bactéries et de virus. Exactement. Donc déjà, nous, en fait, l'idée de l'ASBL, c'est vraiment que ce sont les élèves qui mettent la main à la pâte. C'est eux qui vont manipuler les bactéries, vont apprendre à travailler stérilement, vont apprendre ici à faire du génie génétique. Des choses comme ça. Donc déjà, Culture in Vivo, on essaye vraiment de les faire travailler comme on travaille dans le pharmaceutique. Donc ils sont dans un labo de pointe. Ici, on a des micropipettes. C'est le genre de matériel qu'ils vont utiliser, mais ce sont les mêmes exactement que ceux qu'on va retrouver dans les grands labos. Donc l'idée, c'est vraiment de les mettre en confrontation au milieu pharmaceutique, déjà pour qu'ils puissent sentir, tiens, oui, ça m'intéresse, j'aimerais bien travailler dans ce milieu, ou non, pas du tout, ça ne m'intéresse pas et j'ai envie de faire autre chose. Et alors, ils ont des protections avant de manipuler ce genre de choses? Oui, ici, l'avantage, c'est que d'un point de vue protection biologique, il n'y a pas trop besoin. Parce que ici, par exemple, on travaille avec des bactéries type Escherichia coli. Donc les E. coli, c'est les bactéries qu'on a dans les intestins. Donc par conséquent, elles ne sont forcément pas dangereuses. Ils vont les manipuler génétiquement, donc ça va devenir une autre forme de bactérie dont on va parler tout de suite. Mais effectivement, il n'y a pas de danger biologique. Ici, par exemple, on a fait un test avec les masques. Donc l'idée, c'est qu'ils ont parlé vers la boîte, avec ou sans masque, pour voir un petit peu les différences de projection. On voit ici clairement qu'on a beaucoup plus de projections quand on ne porte pas de masque que quand on en porte un. On avait vu ça dans une des séquences STEM qui était passée il y a quelques semaines. Ça démontre l'importance de porter les masques. On le voit dans les deux exemples que vous avez apportés ici. Alors pourquoi la lampe fluo pour les autres exemples? Alors ça, c'est une des manipulations qu'on fait beaucoup avec les élèves, qui est assez appréciée. L'idée, c'est que le code génétique est universel. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut prendre un gène qui vient d'une mouche, qui vient d'une chauve-souris ou de n'importe quoi, et qu'on insère dans un autre type d'être vivant, comme ici une bactérie, il va l'exprimer de la même manière. Donc ça, c'est très utile. Par exemple, ici, ce qu'ont fait les élèves, c'est qu'ils ont travaillé avec un gène qu'on appelle le gène GFP, qui vient d'une méduse. Et ce gène de méduse, ils l'ont inséré à des Escherichia coli. C'est les fameuses bactéries qui vivent dans nos intestins. Alors comment ça se passe? Comme ça ne marche pas à chaque fois, parfois, le gène ne s'est pas inséré, et là, ce sont les bactéries qui apparaissent en bleu. Alors, pourquoi elles apparaissent en bleu? Parce qu'on travaille avec des enzymes de restriction, en gros. C'est des ciseaux qui coupent à un endroit précis, et ils coupent ici au milieu du gène représenté en bleu, enfin, qui donne la couleur bleue aux bactéries. Donc, si l'insert de l'ADN n'a pas fonctionné, vos bactéries vont apparaître bleues. Et si elle a fonctionné, le gène bleu va être interrompu, remplacé par le gène fluorescent. Donc, elles ne seront plus bleues, puisque le gène a été interrompu, et 2, elles vont apparaître fluorescentes, et c'est ça les bactéries qui apparaissent ici. Donc en fait, la fluorescence que vous observez vient d'une méduse, elle n'est pas présente naturellement chez ces bactéries. Ok, alors vous avez donc ce genre de manipulation avec tous les types de publics qui viennent chez vous. Comme vous l'avez dit au début, le but c'est vraiment de leur montrer les conditions réelles de travail. Exactement, donc en fait ici, pour reprendre cet exemple-là, la manipulation de génie génétique, ici ils l'ont faite avec une protéine un peu inutile, c'est de la fluorescence, c'est plutôt pour que ce soit joli. Mais c'est exactement la même manipulation si on veut faire ça, par exemple, pour produire de l'insuline. Et aujourd'hui, on fabrique de l'insuline avec ce principe-là. Ou si on veut, par exemple, fabriquer une protéine virale pour faire un vaccin ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment utilisé. Eh bien, merci beaucoup pour cette démonstration. Merci. Et je vous invite à rejoindre le plateau pour la suite de l'émission. Merci. Merci Patrick, merci Damien. Carole Absil, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait que l'on fasse de mieux ou de plus pour attirer un plus grand nombre de jeunes filles et de jeunes garçons vers les filières STEM et particulièrement dans le domaine des technologies de la santé? Dans le domaine de la santé, on en a besoin. Donc je pense que, comme je le disais tout à l'heure, avoir un impact dans sa société, pour moi, c'est la carotte qu'on doit donner aux plus jeunes, pour leur donner l'envie de venir travailler dans notre secteur en montrant toutes ces solutions, ces innovations technologiques. Donc pour moi, c'est en parler, donner l'envie, montrer qu'on est jeune, en étudiant dans les STEM, on peut avoir un impact sur la société de demain. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Et il ne faut pas avoir spécialement un profil mathématique ou technique, peu importe. Toutes les compétences qui touchent à la technique, à la technologie, à l'envie de travailler dans un secteur sociétal sont importantes et bonnes à prendre. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je vous propose, avant de terminer notre émission, notre séquence archive.
Nous allons à WorldSkills Kazan en 2019 et c'est le second épisode. On peut l'intituler « Il faut garder la tête froide ». Je ne sais jamais à l'avance ce qui va arriver. Donc vous m'avez suivi un petit peu aujourd'hui, vous voyez que les problèmes sont multiples. C'est une expérience extraordinaire. Les WorldSkills, c'est une vie qu'en 4 jours. Donc on passe par la colère, par la tristesse, par la déception, par la joie, par de l'exubérance. Et il faut gérer tout ça. Et il faut remettre les choses de manière à pouvoir, qu'est-ce que je peux faire avec cette émotion qui me submerge? Comment est-ce que je peux l'accepter, la gérer? Et comment est-ce que je peux l'appliquer surtout pour continuer dans ma compétition à apprendre, à grandir et à faire de mieux en mieux de ce que je peux pour viser l'excellence. Puisque au-delà des médailles, c'est un petit peu une excellence de vie professionnelle et personnelle que l'on vise. En tout cas, c'est le rôle du coach mental de dépasser simplement le podium. Voilà, bien, je vous rappelle que vous pouvez nous voir et nous revoir sur www.newskills.tv. La semaine prochaine, nous verrons comment soutenir des vocations techniques, manuelles, technologiques, avec quelques organisations, quelques associations qui en ont fait leur travail quotidien. Voilà, je vous quitte, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt.